Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les séries de Fourier. Dans la vidéo numéro 1, la précédente, on a vu ce que c'était la définition des séries de Fourier et pourquoi il y avait une logique de définir ça comme ça. Ok. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de voir à quoi ça sert en mathématiques, comment on l'utilise dans les exos, en théorie, etc. Ok. Alors, commençons donc par la table des matières. Je vais vous rappeler le vocabulaire, les notations qu'on a vues dans la vidéo précédente. On va parler du théorème de convergence normale, on va parler du théorème de convergence simple, on va avoir des applications aux sommes du calcul d'une série, on va voir le théorème de convergence en moyenne de Césareux et son application, le théorème de Weierstrass trigonométrique. Alors tout ça, il n'y aura jamais de preuve, je vous le dis tout de suite, tout ça, les preuves, ce sera justement dans les vidéos suivantes. Là, je vais faire un petit panel des différents résultats qu'on a. Pareil, le résultat de convergence en moyenne quadratique et évidemment l'application, le théorème de Parseval. Et on verra des applications concrètes aussi qu'on peut faire, vous voyez, notamment calculer encore des sommes de série, l'inégalité de Wirtinger et l'inégalité isopérimétrique, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une inégalité qui est vraiment super et qui se démontre bien grâce aux séries de Fourier par exemple. Et donc voilà, je spoil un petit peu, c'est celle qui dit que si vous avez une corde de longueur donnée, pour faire la surface maximale, la forme qui va englober le plus de surface possible, c'est le cercle. Ok, ben voilà, ça se démontre ça avec les séries de Fourier par exemple. Donc voilà, c'est pour vous donner des exemples de ce à quoi ça va servir dans les exos et en maths, quoi. Voilà. Donc en gros, j'ai envie de dire, c'est un peu le résumé de ce qu'il faut savoir pour faire tout. Et les autres vidéos après, c'est pour faire les preuves, pour comprendre pourquoi c'est vrai. Mais en gros, celle-là, c'est un condensé du cours, quoi. Allez, allons-y. Alors tout d'abord, il faut que je redonne des petites notations de ce que c'est qu'une fonction continue par morceau, C1 par morceau, CK par morceau, parce que souvent tout le monde croit que ça veut dire qu'on coupe en petits morceaux puis qu'elle est de classe CK sur chacun des morceaux. Sauf que c'est pas clair qu'est-ce que ça veut dire CK sur chacun des morceaux. Si on prend les intervalles ouverts, la définition est fausse. D'accord? Mais ça ne peut pas être continu sur les intervalles fermés, puisqu'il y a des trous. Vous voyez, si je prends un endroit où elle continue par morceau, un côté vaut 1, après vaut moins 1, elle ne peut pas valoir moins 1 sur l'intervalle fermé là et 1 sur l'intervalle fermé ici, parce qu'il y a un côté où ça ne va pas marcher, quoi. Et donc la vraie définition, elle n'est pas très compliquée, mais enfin il faut bien la savoir, ça veut dire que sur les intervalles ouverts, elle est de classe CK, et qu'il y a des limites à droite et à gauche de la fonction et de toutes ses dérivées. Okay, ça veut dire, autrement dit, il existe une fonction sur l'intervalle fermé, qui elle est de classe CK sur l'intervalle fermé, qui coïncide avec f sur l'intervalle ouvert. C'est vraiment une définition. Pour chaque intervalle AI plus 1, il y a un GI là-dessus, qui est de classe, donc soit continu C1, C2, C3, de classe CK sur l'intervalle ça, et coïncide avec f là-dessus. Autrement dit, voilà, ça veut dire que sur chaque intervalle ouvert, f est de classe CK, mais en plus, à droite et à gauche, il y a une limite de la dérivée, une limite de la dérivée seconde, etc. etc. Ok? Jusqu'à K. C'est ça qu'on. Voilà, c'est là où il ne faut pas se faire avoir, quoi. Typiquement, 1 sur x n'est pas continu par morceau sur moins 1, par exemple. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de fonction que je peux prolonger sur 0, 1. Il y a un problème en 0 et là, ça ne marche pas. Il faut que ça admette une limite. Vous voyez, au point de discontinuité, il faut qu'il y ait une limite à droite et une limite à gauche, par exemple. Et en plus, qu'il y ait une tangente à droite, une tangente à gauche, etc. etc. Donc, une petite notation que je vais utiliser aussi dans les théorèmes. Donc, voilà, la limite à droite de la fonction, hop, ça s'appelait f de x plus, et puis la limite à gauche, ça va s'appeler f de x moins. D'accord? F de x moins, la fonction, clac, f de x plus. F de x moins, c'est la valeur de ce côté-là, f de x plus, c'est la valeur de ce côté-là. Quand il y a un trou, quand c'est continu, c'est la même chose, c'est la valeur de f. Ok? En cas général, c'est un point où, si f est continu en x, il n'y a pas de problème. F de x plus égale f de x moins égale f. Et puis si on passe à une fonction continue par morceau, donc s'il y a un endroit, il y a un saut, hop, c'est la valeur. Voilà, donc la valeur à gauche, la valeur à droite. Okay? Donc voilà, ça existe tout le temps pour une fonction continue par morceau. Donc ça, c'est la notation déjà. Voilà le truc important, j'ai vu pour les intégrales de Riemann, mais bon, c'est bien de la préciser. Alors donc maintenant, si je prends une application qui est t périodique, t c'est n'importe quoi, un nombre, 1, 2, 2pi, 24, bref, et continue par morceau. Ok, donc il suffit qu'elle soit continue par morceau sur un intervalle. Alors j'appelle Sn la somme partielle, Sn égale alors A0 de f sur 2. Alors le sur 2, il vient que c'est la même notation pour A0 que pour les autres, à cause du 2 sur t qui est ici. Enfin. A0 de f sur 2 plus la somme des an de f cos n oméga x plus bn de f sinus n oméga x. Donc c'est la définition qu'on a vue dans la vidéo précédente. Voilà, on appelle ça, d'accord, c'est le terme général de la série de Fourier de f. Et donc les coefficients, donc an c'est 2 sur t, intégré sur une période, enfin entre 0 et t ou sur n'importe quelle période, de f de t cos n oméga t. Et bn de f c'est l'intégrale de f de t sinus n oméga t. Et donc ce qu'on appelle les coefficients Fourier de la fonction f, qu'on peut calculer si la fonction est continue par morceau, il n'y a pas de problème. Ok, et puis donc voilà, premier théorème,
est-ce que cette série de fonctions, cette suite de fonctions, ou la série de fonctions qui est là, ça dépend de quel côté on se place, voilà, si la fonction, elle est C1 par morceau, et elle est continue, donc ça veut dire que, déjà continue, vous voyez ce que je veux dire, puis en plus il y a des pics, des fois elle n'est pas forcément dérivable, mais elle est dérivable à droite et à gauche en tout point, donc c'est une fonction qui a des pics par-ci par-là. Alors là, Sn converge vers F normalement, d'accord, donc uniformément, donc sympa, c'est le théorème où il y a le plus de convergence, voilà, donc c'est pour les fonctions qui sont C1 par morceau et continues. Ok. Ensuite, pour les fonctions qui sont juste C1 par morceau et pas forcément continues, donc voilà, ça veut dire qu'elles sont C1 sur les petits bouts, mais ça ne se recolle pas forcément. Alors on a un théorème qui dit qu'on a la convergence simple, simplement, de la série de Fourier, et pas forcément vers F, enfin, là où elle est continue, ça converge vers F, mais là où il y a un trou, ça converge vers la valeur au milieu. D'accord? Donc vous avez une valeur ici, clac, le milieu, clac. En ce point-là, la série de Fourier converge simplement vers la valeur moyenne de f de x- et f de x+. Ok? Donc voilà. Mais là où f est continu, vraiment, si ça égale f de x, bah voilà, ça fait f de x. Hein. Ok, donc ça c'est le théorème de Dirichlet. Hein. Pour les fonctions C1 par morceau, convergence simple. Ok, partout où f est continu, ça converge vers f, et là où elle n'est pas continue, bon, ok. Très bien, alors, application de ça, ben, on va prendre la fonction carré, qu'on a déjà vue, on a déjà calculé sa série de Fourier dans la vidéo précédente, je vous incite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, vérifiez que je ne vous raconte pas des cracks. Comme elle est paire déjà, rappelez-vous, il n'y avait que des cosinus, et puis la formule c'était 4 sur pi, somme des moins 1 puissance n sur 2n plus 1, cosinus 2n plus 1 x. Alors c'était pas tout à fait comme ça, elle a été écrite moins 1 puissance n moins 1 sur 2 sur n cos x dans la vidéo précédente, mais ça revient au même, hein, l'écrire. Comme il n'y a que des termes impairs, on peut les écrire comme ça. Vérifiez que je ne me suis pas gouré, on ne sait jamais. Ok, bref, et donc ça, dans les points où ça continue, ça converge vers C2x. Donc cas particulier, bah voilà, si x égale 0, hop, ça doit converger vers 1. D'accord, cette somme-là doit converger vers 1. Or si x égale 0, bah, tous ces termes-là, cos 2n plus 1x, ils valent 1. Donc la somme des 4 sur pi moins 1 puissance n sur 2n plus 1 tend vers 1. Je multiplie par pi sur 4, je vois que la somme des moins 1 puissance n sur 2n plus 1 tend vers pi sur 4. Okay, l'identité de l'air, on l'a déjà vu en série entière, on avait déjà réussi à la démontrer, mais voilà, on la retrouve comme ça, aussi, avec les séries de Fourier. Ok, avec le théorème de Dirichlet. Donc on va, grâce au théorème de Dirichlet, calculer des sommes de séries entières comme ça. Ok, ensuite, alors la convergence au sens de Césaraux, alors là c'est un peu compliqué. C'est, voilà, si vous ne connaissez pas les suites de Césaraux, tout ça, c'est pas grave. Hein. Je vais rappeler tout ça quand je ferai la preuve en détail. Mais quand on a une suite, UN, ben, voilà, la moyenne de Césaraux, c'est la moyenne des n premiers termes, en fait. On prend une autre suite comme ça. Donc là, si je prends la somme des k premiers termes, donc des k plus 1 premiers termes, parce que je vais de 0 à k, je divise par 1 sur k plus 1, je fais la moyenne des k plus 1 premiers termes. Cette suite-là, eh bien, donc c'est pas la série de Fourier, hein, c'est la moyenne des termes de la série de Fourier, oui. Et bien ça, si juste la fonction est continue, alors c'est beaucoup moins fort, parce qu'avant, il fallait qu'elle soit C1 par morceau. Là, je ne sais pas du tout si elle est dérivable par-ci par-droite, elle est juste continue. Alors ce truc-là converge uniformément vers F. Ok, mais attention, hein, ce truc-là, c'est pas la série de Fourier. La série de Fourier, il n'y a aucune raison qu'elle converge, a priori, hein, parce que la fonction est pas C1 par morceau. Mais la moyenne des séries de Fourier, ça va converger vers F. Ok, juste avec l'hypothèse que F est continue. Donc ça a plein d'applications super sympas, notamment si deux fonctions sont continues et périodiques, elles ont les mêmes coefficients de Fourier, bah, du coup les Sn sont les mêmes, donc la moyenne des Sn c'est la même, donc la suite sigma c'est la même, elle converge vers f, bah, donc du coup f égale g. Vous voyez, c'est un truc qui n'était pas du tout évident a priori à démontrer comme ça, hein, que si deux fonctions ont les intégrales de f cos x est égal à l'intégrale de g cos x, et puis pareil pour sinus, pourquoi f égale g, bah, si elles sont continues, ouais, c'est vrai grâce à ce théorème-là. D'autre part, une autre application, bah, si f est continu et que sa série de Fourier elle converge en un point, alors là c'est facile, si un x est fixé, la suite Sn de f tend vers quelque chose, alors la moyenne des termes tend aussi vers cette quelque chose, d'accord? Ça c'est un théorème assez simple, si une suite un tend vers L, alors la moyenne des termes de un tend aussi vers L, d'accord? C'est convergence au sens de Césaraux, c'est facile, si un converge, la moyenne converge, et par contre, des fois la moyenne convergeait, que la fonction ne convergeait pas, hein, d'accord? Typiquement ça peut arriver si f était passé un par morceau, il peut très bien arriver que la moyenne converge vers f, alors que la série de Fourier elle-même ne convergeait pas. Okay, donc voilà, faire la moyenne quelque part, ça aide à faire converger. Mais donc voilà, si elle converge en un point, bah d'accord, imaginez, bah, c'est pas f de x, bah, ça va pas parce que la moyenne converge vers le même point, et la moyenne converge vers f de x. Du coup, si une série de Fourier converge quelque part, d'accord, c'est f de x. Alors c'est important de continuer, hein, parce qu'on a dit tout à l'heure, si elle était C1 par morceau, elle converge vers f de x plus f de x moins sur 2. Mais justement, c'est des points où elle n'est pas continue, donc c'est pas contradictoire hein, cette affaire.
Ok. Et remarquons le fait que ça, pour les séries entières, c'était pas tout le temps vrai. Vous voyez, on avait des fois où la série de Taylor d'une fonction convergeait, par exemple pour celle-là, ça convergeait vers 0 partout, et pourtant la fonction f, à part en 0, était jamais égale à 0. Oui. Donc elle pouvait converger vers des points, même cette rayon de convergence l'infini, hein, et ça convergeait pas jamais vers f, sauf en 0. Sauf en un point, sinon ça converge jamais vers f. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour dire, pour les séries de Fourier, par contre, alors c'est plus compliqué par certains aspects, mais en tout cas, si en un point on peut montrer qu'elle converge, c'est forcément vers f, quoi. Ok. Alors d'autres applications qui est sympathique aussi, si on prend une fonction continue n'importe comment, le théorème de Weierstrass classique dit qu'il y a une suite de polynômes convergent uniformément vers L. Une fonction continue sur un compact, hein, c'est important. F de, voilà, de AB dans R, c'est les continues, eh bien il y avait une suite de... Ça c'est le théorème de Weierstrass classique. Ben, le théorème de Weierstrass trigonométrique, c'est qu'en plus il existe une suite de polynômes trigonométriques, d'accord? Donc voilà, qui convergent uniformément vers F. D'accord? Parce que ma moyenne de Césaro est une suite de polynômes trigonométriques, à chaque terme ce sont des polynômes trigonométriques, et la limite de ça converge bien vers F. Ok. Alors maintenant, je vais vous parler du théorème qui est un peu pénible, mais qui est super pour calculer les sommes des séries et tout ça, qui est un des trucs essentiels avec le théorème de Dirichlet, c'est le plus important du théorème des séries de Fourier, hein, d'accord, le théorème de Parseval. Alors, qui dit que si je prends les hypothèses de plus en plus faibles, la fonction f est juste continue par morceau, d'accord, hein, je vous rappelle au début c'était C1 par morceau continu, après j'enlève continu juste C1 par morceau, convergence simple, alors au début il y a convergence uniforme, après j'enlève continu juste C1 par morceau, convergence simple. J'enlève l'histoire de dérivabilité, je prends juste continu, alors j'ai convergence au sens de Fégère, et j'enlève encore continu, je fais juste continu par morceau. Alors il y a encore un théorème de convergence de plus en plus faible qui dit que la convergence en moyenne quadratique, c'est-à-dire que l'intégrale de Sn-f au carré tend vers 0. Alors ça, au début, on ne voit pas trop à quoi ça sert, et ça, en tant que tel, honnêtement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on peut en déduire. L'égalité de Parseval. Alors, en termes complexes, elle est plus sympa, mais bon, on ne l'utilise pas tellement, mais si vous utilisez les coefficients complexes, vous rappelez-vous la première vidéo, parce que c'est la définition des coefficients complexes. Et en coefficient réel, c'est ça. Alors il y a un super piège, hein, parce que, je vous rappelle, la série de Fourier réelle, c'est A0 de f sur 2, plus AN de f, plus BN de f, enfin, plus AN de f fois le cosinus, plus BN de f fois le sinus. Et donc on prend tous les coefficients au carré, sauf le premier, parce que sinon ça ferait A0 de f au carré sur 4. Donc là il y a un super piège, pour ne pas se faire avoir, là c'est A0 de f au carré, mais c'est toujours sur 2. C'est pas le carré du premier terme, ok? Donc je dis, là où on se fait avoir, c'est ça. Mais après, c'est la somme des carrés de tous les coefficients. Eh bien, ça fait 2 sur t fois l'intégrale de f au carré, ok? Sur une période. Donc voilà, alors ça, c'est super pour calculer des sommes de série aussi. D'accord? Les sommes de n carré et bn carré, ça utilise pour plein de choses. Ok, donc voilà, donc celle-là, il faudra vraiment la connaître, hein, l'égalité de Parseval, c'est vraiment un truc important, on va se battre pour la démontrer, cette démonstration, elle est vraiment pas simple, hein. Il y en a des diapos et des préliminaires, hein, d'accord. Il faut déjà démontrer Dirichlet, en gros, pour démontrer ça, enfin bref. Vous verrez, c'est dans les vidéos suivantes, on va se marrer. Ok, mais nous on admet que ce résultat est vrai, et du coup, on peut l'appliquer. Reprenons notre fonction carré de tout à l'heure, donc les coefficients c'était 4 sur pi moins 1 puissance n sur 2n plus 1, donc si je les mets au carré, ça fait 16 sur pi 2, somme des 1 sur 2n plus 1 au carré, d'accord? Et donc voilà la somme des 1 demi des n carré plus bn carré, je vous rappelle qu'il y avait un 1 demi là qui traînait. Non, il n'y a pas de 1 demi qui traîne, donc d'où il sort ce 1 demi? Ah oui, c'est parce que j'ai mis 1 sur t là, ok, bon. Bref, vérifiez ce calcul là, c'est pas bien dur. Ça fait 1. Ok, et donc j'en déduis que la somme des 1 sur 2n plus 1 au carré, bah, du coup ça c'est 8 sur pi 2 fois cette somme là qui vaut 1, donc ça fait pi 2 sur 8. Ok, dire bon, c'est sympa, la somme des carrés des nombres impairs, hein, ça fait, vous voyez, 1 sur 1 plus 1 sur 9 plus 1 sur 25, bref, ça tend vers pi carré sur 8. Mais là où c'est marrant, c'est que la somme des carrés pairs, bah, si je mets 4 en facteur, vous voyez, ça fait un quart de la somme de tous les carrés. Ok, donc, mais la somme des carrés pairs plus la somme des carrés impairs, ça fait la somme de tous les carrés. Donc j'en déduis que comme la somme des carrés pairs, c'est un quart de la somme de tous les carrés, la somme des carrés impairs, c'est 3 quarts de la somme de tous les carrés. Mais du coup, ça fait pi carré sur 8, du coup je peux en déduire que la somme de tous les carrés, hop, ça fait 4 tiers de pi carré sur 8, ça fait pi carré sur 6. Fantastique! Ok? Donc voilà. Donc je vous laisse vérifier ça, fantastique. On trouve la somme de tous les carrés comme ça. Voilà une application du théorème de Parseval. Ok? Très bien. Alors, théorème de Riemann-Lebesgue. Si f est une fonction continue par morceau, alors l'intégrale entre a et b de f de t sinus nt plus l'intégrale est égale à la limite de l'intégrale de f de t cos nt égale 0. Autrement dit, les quotients de Fourier tendent vers 0. D'accord?
c'est une fonction continue par morceau. La limite, quand n tend à l'infini, quotient de Fourier est toujours égale à 0. Ok, c'est super facile à démontrer si f est de classe C1. Une petite intégration par partie, c'est fastoche, mais sinon, on verra que c'est un petit peu dur. Ensuite, les autres théorèmes, si on prend deux applications t périodiques qui sont continues par morceau et qui ont les mêmes coefficients de Fourier, eh bien alors on peut démontrer que l'intégrale de fg est égale à 0, autrement dit, f est égal à g, sauf peut-être au point de discontinuité de f et de g. D'accord? Donc voilà, avant, avec Fégère, si elles ont le même coefficient de Fourier, qu'elles sont continues, c'est les mêmes. Si elles ne sont pas forcément continues, juste continues par morceau, bah, elles sont pareilles là où elles sont continues, et puis là où il y a des trous, elles peuvent ne pas être égales. Ok? Bon. Ensuite, une autre inégalité sympathique, l'inégalité de Wirtinger. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On prend une application de AB dans R, même dans C, à la rigueur, voilà, continue de classe C1 par morceau et qui vérifie que f de A égale f de B et que l'intégrale entre A et B de f de x dx égale 0. Bon, bah, pourquoi pas, si c'est une fonction, vous voyez, périodique, tout ça, ça peut arriver, hein, c'est le cas de sinus entre 0 et 2π, ouais, ce genre de choses. Et bien alors, on a un rapport entre l'intégrale de valeur absolue ou de module de f au carré, si f est dans C, et la valeur absolue de f' ou le module de f' de t au carré. Vous voyez, c'est l'intégrale de f, en gros, au carré, est plus petite qu'une constante fois l'intégrale de f' au carré. Ok, alors bon, voilà, une égalité qui est fort sympathique. Et oui, alors c'est une bonne question. Il faut retenir un truc pareil. Alors non, honnêtement, celle-là, elle sert à rien à part à démontrer la suivante, qui elle est super sympa. Enfin, elle sert à rien, elle est sympa en soi, mais elle est surtout utile pour démontrer ce petit truc-là, qui lui est fort sympathique, qui est donc l'inégalité isopérimétrique. Alors j'explique un peu ce que c'est. Si je prends une courbe de Jordan de classe C1, alors qu'est-ce que c'est qu'une courbe de Jordan? Alors c'est une courbe qui part d'un point, qui est continue, hop, qui revient au point de départ, et qui permet de définir un intérieur, qui ne se recoupe pas, ouais, qui permet de définir un intérieur, un extérieur. Hein. Donc voilà, c'est une application de 0,1 continue, même C1 en l'occurrence là, dans R2 ou dans C, telle que l'image de 0 est égale à l'image de 1, et qui permet donc de définir l'intérieur de la surface et l'extérieur. À chaque fois, les points sont différents. Ça veut dire c'est une application injective, si vous préférez, de 0,1 dans le plan, ça ne se recoupe pas, jamais. Et donc, voilà, c'est un théorème qui dit qu'une courbe comme ça permet de définir l'intérieur et l'extérieur. Et donc, la surface de ce qu'il y a à l'intérieur, je l'appelle S, la longueur de la courbe, je l'appelle L. Et alors, théorème, la longueur au carré est plus grande ou égale à 4pi fois la surface. J'insiste à vérifier que si je prenais un cercle là, de rayon R, L ici c'est 2πr, donc ça fait 4pi2 R2, et puis la surface c'est pi R2, ça fait 4pi2 R2. Donc on a égalité pour le cercle, et sinon, voilà, l'air, si vous voulez, est toujours plus petite que la longueur au carré sur 4pi, autrement dit, l'air est toujours plus petite que celle que j'obtiens si je fais un cercle de périmètre L. D'où l'inégalité isopérimétrique, donc un résultat super sympa qu'on va démontrer quand on aura vu tout ça. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, je vais spoiler tout ce qui allait vous attendre. Et donc, vous connaissez tous les résultats et il n'y a plus qu'à mouiller le t-shirt pour les démontrer. J'espère que vous aurez envie de voir toutes ces démonstrations et je vous dis à bientôt.